Avranches, en Normandie. La vie de François et Anne-Marie s'est brisée il y a 2 ans et demi, quand ils ont appris que leur fils Freddy a été tué. Depuis, Anne-Marie n'a jamais touché à la chambre de son fils. Voilà la chambre de Freddy. Voilà. J'ai du mal. Je sens, quand je rentre dans sa chambre, je sens son odeur. C'est dur pour moi. Puis quand je regarde les affaires, je ne peux pas. On m'a enlevé mon fils cruellement. C'est affreux. Freddy avait 25 ans, car l'heure de profession, il travaillait en Suisse comme intérimaire. Le 6 septembre 2007, il est 11 h du soir, quand Anne-Marie reçoit un coup de fil inquiétant de la part d'un inconnu. Il me dit, vous êtes la mère de Frédéric. Mais je voyais qu'il se fâchait et tout. Il commençait à mettre un peu sa voix. Et bon, je l'ai laissé parler et tout. Et puis il me fait comme ça, de toute façon, vous arrêtez à appeler à ce numéro-là parce qu'il est mort ou sinon il est mort. Et puis ça a coupé. Elle n'a pas trop bien compris. Elle n'a pas compris s'il est dit sinon il est mort ou il va être mort. Oui, mais voilà. Et là, ça a coupé. Moi, dit, on y monte et tout ça. On appelle Nadia et moi, vous faites comme vous voulez, mais moi je monte là-haut. Les parents de Freddy et sa sœur Nadia partent aussitôt pour Annemasse, à la frontière suisse. C'est vrai que même pendant le voyage, on ne s'est même pas arrêté. On est descendus tous les 3, donc c'est vrai que ça a été un voyage long, angoissant, quoi, on va dire, très angoissant. On ne savait pas ce qu'on allait trouver. Au petit matin, ils arrivent devant l'immeuble où Freddy loue une chambre. Avant de rentrer dans la chambre, j'avais du mal. Hein. J'avais peur de le retrouver mort dans sa chambre, parce que j'avais peur. Oh là là, même pour marcher, j'arrive plus à marcher, j'ai peur de le trouver, j'ai peur. Oh mon Dieu, ça a été très très dur. Mais Freddy n'est pas là et la chambre est intacte. Malheureusement, il n'y avait rien. Non, et c'est là qu'on a été au commissariat, faire notre déclaration de disparition de Freddy. Au commissariat, ils signalent la disparition de leur fils et celle de sa voiture. 2 jours plus tard, ils sont toujours à Annemasse. Il est 21 h. Le téléphone d'Anne-Marie sonne. C'est Nadia, la sœur de Freddy, qui décroche. Elle m'a dit, si vous voulez revoir votre fils vivant, c'est 75 000 €. Et il croyait que c'était moi qui étais au fil, au du fil. Et je vous rappellerai pour la rançon, mais il me faut 75 000 €. Et le mardi, il fallait lui trouver pour le mardi la rançon de 75 000 €. L'appel est pris au sérieux, d'autant plus que la voiture de Freddy est retrouvée carbonisée. La police judiciaire prend l'affaire en main. La famille est placée sur écoute téléphonique. Pendant 3 jours, elle ne reçoit aucun coup de fil. Mais le mercredi 12 septembre, à 1 h du matin, le téléphone sonne. Nadia décroche, c'est le ravisseur. Cette fois, il appelle pour fixer le lieu de remise de la rançon. Le rendez-vous est prévu à Lyon, dans un parc. Une policière se substitue alors à Nadia et se rend sur les lieux de l'échange. Mais le ravisseur ne vient pas. Le lendemain, l'affaire rebondit quand un corps démembré est retrouvé dans une rivière. Les expertises ADN sont formelles. Il s'agit bien de Freddy. Catherine Poncet est journaliste. Elle a suivi toute l'affaire. Elle nous amène à l'endroit où le corps a été retrouvé. Le tronc de Freddy Liot a été retrouvé à moins d'1 kilomètre d'ici, sur un banc de sable par des pêcheurs. Et quelques jours plus tard, on a retrouvé un bras en Suisse, donc un peu plus loin encore. C'est des promeneurs qui ont retrouvé un morceau de jambe aussi, mais on n'a jamais retrouvé la totalité du corps de la victime. L'affaire Freddy Liot change alors de nature. Cette fois, il ne s'agit plus d'une disparition, mais d'un crime. C'est le début, j'aurais voulu partir avec. Au fond, il nous a tués aussi. Hein. C'est ça qui est... Les personnes qui restent souffrent énormément. Hein. C'est vrai que c'est très... L'enquête de la police judiciaire progresse à grands pas.
En examinant les derniers appels de Freddy, les policiers identifient un homme. Karim, un maçon français de 28 ans, frontalier lui aussi, il travaille pour la même agence d'intérim que Freddy. Karim est arrêté. Pendant sa garde à vue, il avoue les faits. Mais pourquoi a-t-il tué Freddy? Quelles sont les circonstances de sa mort? Et que s'est-il passé ce soir-là, dans cet immeuble d'Annemasse? Retour en Normandie, chez les parents de Freddy. Le procès de l'homme qui a tué leur fils commence demain. Bonjour Freddy. Comme tous les jours, Anne-Marie et François viennent se recueillir sur la tombe de leur fils. Beaucoup de personnes là, qui se battent pour toi. Mon chéri. On se bat parce qu'on sait qu'ils nous diraient papa et maman, battez-vous. C'est ce que nous, c'est vrai qu'ils... Pourquoi faire? Que la justice soit faite. Bah bon, je pense que la justice va être faite. Juste tant que c'est pas fini, qu'on sait pas, il faut toujours se battre. Annecy, lundi 1er mars. C'est ce matin que s'ouvre le procès de l'assassin présumé de Freddy. Anne-Marie et François ont fait appel à un ténor du barreau, Maître Collard, pour assurer leur défense. L'événement est très médiatisé. La salle d'audience se remplit. Maître Collard attend que ce procès révèle enfin toute la vérité sur cette affaire. On voit le crime, mais on ne voit pas les mobiles du crime. Alors c'est quand même un acte criminel d'une extraordinaire violence. C'est vrai que l'audience, elle peut peut-être recoudre le corps, permettre une unification qui rendra la vie des parents de la victime beaucoup plus supportable, si on peut supporter malgré tout une telle horreur. Les parents et la sœur de Freddy sont tendus. Ils n'ont jamais vu le visage du meurtrier présumé de leur fils. Ils vont le découvrir aujourd'hui. Celui qui dit la vérité. Je saurais bien si c'est la vérité ou pas. C'est la première fois que vous allez le voir là? Ouais. Mais je vais pas baisser les yeux. Les yeux sont bien rivés. C'est sûr. L'accusé entre dans le box. Âgé aujourd'hui de 31 ans, père de 2 enfants, ce maçon sans aucun antécédent judiciaire comparaît aujourd'hui pour meurtre, atteinte à l'intégrité d'un cadavre et menace de violence, suivie d'une demande de rançon. Il risque 30 ans de prison. Le procès commence, il va durer 3 jours. Ce matin, la cour rappelle les faits. La parole est donnée à l'accusé. Que s'est-il passé le 7 septembre 2007? Comme Freddy, Karim est ouvrier dans le bâtiment et travaille à Genève. Ils se rencontrent dans une agence intérim et deviennent amis. Ce jour-là, Freddy trouve qu'il a les cheveux trop longs. Karim propose de les lui couper. Freddy le rejoint dans son appartement. Les 2 hommes discutent tranquillement quand Karim se rend compte que les 450 € qu'il a laissés sur une table auraient disparu. Il demande à Freddy de les lui rendre. Freddy nie avoir pris cet argent. Commence alors une dispute, puis une bagarre. Karim s'empare d'un marteau et frappe Freddy à la tête. Le jeune homme s'effondre. Paniqué, Karim décide de se débarrasser du corps. Il le découpe, le met dans le coffre de la voiture de Freddy et le jette dans les eaux de l'Arve, une rivière à 2 km de là. Ensuite, il abandonne la voiture de Freddy sur place en prenant soin d'enlever les plaques et de brûler le véhicule. Puis il revient à son appartement et pendant toute la nuit, efface les traces du crime en arrachant le plancher et les tapisseries. Dans la salle d'audience, Karim interrompt son témoignage, se tourne vers la famille de Freddy et déclare « Je suis désolé. Je sais que je suis l'auteur de ces actes. Je suis désolé de la tournure horrible de cette histoire. Cela fait 2 ans et demi que j'essaye de comprendre comment j'ai pu tuer, démembrer et demander une rançon, et je ne comprends toujours pas. » La famille de Freddy refuse de l'entendre.
Pour moi, c'est impardonnable et je suis désolée, il peut se garder sincèrement. Qui dise la vérité, voilà, si vraiment il est désolé, qui nous ouvre un peu les yeux, parce que nous, les questions s'en posent énormément, qui disent la vérité, quoi, et ça ne sera pas pardonné non plus. Mais déjà, il fera un grand pas, je crois. L'avocat de l'accusé, lui, insiste sur les remords de son client. La première chose qu'il a faite, alors même qu'on lui avait à peine donné la parole, ça a été de s'adresser à la famille d'une manière extrêmement maladroite, mais avec beaucoup d'authenticité, pour dire « je demande pardon ». Alors bien sûr que ce pardon, on ne va pas le lui accorder comme ça. Il n'en demeure pas moins qu'il est quand même authentique dans cette démarche et que c'est vrai qu'il est envahi par cette culpabilité. La cour s'intéresse maintenant au mobile du crime. Karim a-t-il tué Freddy pour obtenir une rançon? Il explique que cette histoire de rançon était simplement destinée à mettre les policiers sur une fausse piste. Selon lui, c'est parce que Freddy lui a volé 450 € qu'il en est venu à le tuer au cours de leur bagarre. La famille de Freddy refuse de croire à cette version des faits. Est-ce que vous avez un peu progressé dans la compréhension de ce drame? Pour moi, le drame, c'est l'argent. Le mobile, c'est l'argent. 450 €? Ah oui, mais il y a la rançon, il y était. Hein. Ah, vous pensez que c'était... Voilà. Vous pensez que le mobile était de vous faire c'est l'argent. Donner de l'argent? L'histoire de la rançon, il n'aurait pas demandé une rançon. Hein. Je sais pas, moi, c'est pas... Mais il disait c'était pour gagner du temps, c'est pas pour gagner du temps. Hein. Il y croyait vraiment, il croyait qu'il allait vraiment récupérer l'argent. Hein. Non, mais il ment. Il ment, ça c'est sûr et certain. Déjà, Freddy n'aurait jamais envoyé d'argent. Déjà, donc on sait qu'il ment. Même si c'était vrai. Ce qui n'est pas le cas. Même si c'était vrai, ça valait pas tout ce carnage. Voilà. À la reprise de l'audience, c'est au tour du frère de l'accusé de témoigner. Il raconte que Karim est le dernier d'une famille de 8 enfants, tous élevés dans le respect des valeurs, et que la cruauté de ses actes ne lui ressemble pas. Il a été pris dans un sorte de tourbillon infernal. Malencontreusement, c'est pas volontaire, c'est une bagarre qui a mal tourné, comme il peut en avoir des milliers en France et en Europe et dans le monde. Hein. Ce qui est dramatique, si on peut en tirer une conclusion, c'est que ça peut strictement arriver à tout le monde. Quoi, hein. Les conséquences, c'est vrai, qui sont dramatiques derrière. Mais c'est une situation qui peut arriver à tout le monde. Donc si on peut en tirer des leçons, ce serait pas mal. Quand il ajoute à la barre que personne dans la salle d'audience n'est à l'abri de commettre un tel crime, Maître Collard s'insurge. Nul n'a le droit, dit-il, de banaliser un acte aussi odieux. Incroyable témoignage. Ce frère qui, honnêtement, venant au secours de son frère, a osé dire, sans se rendre compte de ce qu'il disait aux jurés, que ce qu'avait fait son frère, c'est-à-dire assassiner, percer le crâne, découper le cadavre, faire du chantage, eh bien, dans cette salle, tout le monde pouvait le faire. Il est même allé jusqu'à dire que ceux qui ne se sentiraient pas capables de le faire lèvent la main. Bon. Là, on a assisté à quelque chose d'inouï, quoi. Il y a sans doute une certaine maladresse dans le propos. La rhétorique n'est pas nécessairement la partie la plus forte d'un témoin. C'est la raison pour laquelle il faut aussi accorder un peu d'indulgence aux propos qui peuvent être tenus par un témoin qui se présente dans des conditions comme celle-ci. À la reprise de l'audience, le président s'interroge sur le fait que le tronc ne porte aucune trace de coup. Karim explique que la rixe a été brève. Freddy m'a giflé, dit-il, j'ai perdu mon sang-froid, je l'ai jeté au sol, j'ai attrapé le marteau qui traînait et j'ai frappé son crâne. Mais la tête n'a jamais été retrouvée et la famille de Freddy émet des doutes sur cette version. Sur le corps, il n'y a pas de traces de coups ni rien. Une bagarre, il y a des traces de coups. Vous savez, monsieur, ce qui est horrible, malheureusement, pour moi, il l'a frappé derrière. C'est que le seul organe qui aurait pu donner des explications sur la violence des coups, c'est la tête. Et la tête, pour moi, c'est primordial. Alors, est-ce qu'il va accepter à un moment donné, quand la question lui sera posée, de dire où il a dissimulé la tête? De toute façon, ça n'apportera plus rien au procès, hein, mais pour vous, ça sera un apaisement. Mais c'est pas quand même pour rien qu'il a toujours refusé d'indiquer où il avait caché la tête, parce que
Là, n'importe quel médecin légiste peut parfaitement savoir quelle a été la violence des coups et quelle a été la réalité des coups. Réalité aussi. Et comme par hasard, sur cet élément qui aurait été très fort du point de vue de l'explication de la violence, il ne dit pas un mot. Hein. Non. Alors demain, il va y avoir un moment très pénible. Est-ce que vous voulez y assister? C'est le moment où les médecins légistes vont venir. Oui, mais de toute façon... Si vous ne sentez pas de rester, vous pouvez sortir. Mais attendez-vous vraiment à des moments difficiles. Très difficiles. Je vais envoyer du chocolat. Nous, ce qu'on espère, c'est qu'ils disent vraiment la vérité. Le lendemain, une terrible épreuve attend les parents. Deuxième jour du procès. Ce matin, la Cour espère que les experts légistes apporteront des réponses sur les causes de la mort de Freddy. Des témoignages à la fois attendus et redoutés. Ça va. Est-ce que la journée promet d'être difficile pour Oui, vous? on s'y attend. C'est aussi vous sentez que je suis pas santé. Parce que c'est toujours très pénible et là, ça va être encore plus pénible que d'habitude. Alors bon, si vous sentez que vous n'arrivez pas à supporter, n'ayez pas de gêne, vous sortez. L'audience commence. À la barre, les légistes n'apportent aucune indication sur les causes de la mort de Freddy. La tête n'ayant jamais été retrouvée, ils n'ont aucun moyen de vérifier la violence des coups portés par l'accusé. Lorsque nous avons fait l'autopsie, nous n'avions pas il n'y a pas le crâne, on n'a jamais eu ce crâne, donc il était impossible de déterminer le type de lésion crânienne subie par Freddy Liu. L'après-midi est consacré à la personnalité de l'accusé. À la barre, les psychiatres décrivent un homme immature, mais à l'intelligence normale. Il ne souffre d'aucune pathologie mentale pouvant expliquer l'horreur de ses actes. Il parle d'une énigme psychiatrique et conclut qu'il n'est pas dangereux pour la société. Des témoignages qui irritent Maître Collard. C'est extraordinaire d'avoir des experts aussi inutiles. C'est que finalement, il dit aux jurés, faites notre travail, hein, parce que nous, on ne sait pas. On ne sait pas s'il est pervers, on ne sait pas s'il a été sidéré, on ne sait pas s'il est normal. En tout cas, dans ce doute immense quant à sa santé mentale, on peut vous dire qu'il n'est pas dangereux. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant. La journée a été éprouvante pour les parents de la victime. Quelqu'un comme ça, mais ils vont le relâcher, mais il va recommencer. Il va recommencer, c'est évident. C'est évident. Donc ce genre de personnage, il faut quand même, je pense, essayer de penser au... Parce que bon, là, il nous a frappé, mais la prochaine fois, il va frapper notre famille. Et c'est atroce, hein, quand on perd un enfant. Oui, on perd un enfant, oui. C'est vrai qu'il nous manque tous les jours. Ouais, pour moi, c'est... Vous savez, perdre un enfant comme ça, on voit ça dans les films, mais on se dit, c'est pas possible que ça se réalise chez nous. C'est pas possible, des trucs comme ça. Troisième et dernier jour du procès. Ce matin, la famille de Freddy attend beaucoup de la plaidoirie de son avocat, Maître Collard. Il rappelle la barbarie des actes et déplore le fait que le véritable mobile, la rançon, n'ait jamais été avoué par l'accusé. Il termine en invitant les jurés à ne pas laisser en liberté un homme capable de tuer, de démembrer et de rançonner. L'accusé ne dira jamais que le mobile du crime, c'est le vol crapuleux. En réalité, il voulait faire chanter la mère pour récupérer de l'argent. C'était pour lui un trésor d'argent qu'il avait en poche. Donc le mobile, à mon avis, il est dans le fric, ni plus ni moins. C'est maintenant au tour de l'avocat général de prendre la parole. Son réquisitoire est sévère. En rançonnant les parents de la victime après l'avoir tué et démembré, cet homme a rajouté de l'odieux à l'horrible, affirme-t-il. Il requiert le maximum de la peine encourue, 30 ans de réclusion. Il y avait quand même une accumulation de faits qui m'ont conduit à estimer qu'il n'avait strictement aucune circonstance atténuante. J'ai donc effectivement requis 30 ans, puisque c'est le maximum prévu par la loi. Et je pense très sincèrement que si la loi avait prévu une peine plus lourde, je l'aurais requise également. Qu'est-ce que vous pensez en fait de la réquisition?
30 ans de prison. L'avocat général a très bien parlé. D'accord. Votre avocat aussi, ça vous a fait du bien? Ça nous a fait. Oui, très bien. Ça va mieux maintenant. Vous allez mieux maintenant. Mieux, on ne peut pas dire mieux, mais bon, c'est un soulagement quand même si année, 30 ans de perquisition, ça m'a... J'espère qu'il va les avoir, tout ce que je souhaite. La parole est maintenant à la défense. L'avocat de l'accusé commence par ces mots. Mesdames et messieurs les jurés, ne soyez pas des justiciers. Jugez l'homme, mais pas le monstre. Maître Rimondi affirme que l'accusé ne serait pas dans son box si Freddy ne lui avait pas volé 450 €. Anne-Marie et Nadia sortent révoltées. La plaidoirie de la défense est terminée. Les mots des avocats ont meurtri la famille de Freddy. Très dur, très dur, très dur. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui a été difficile à entendre? C'est des fois, on se trouve, disons, mon fils se trouvait assassiné par des personnes et nous, on se trouve assassiné par des fois d'autres personnes. Les jurés se sont retirés avec les magistrats pour délibérer. Commence alors une longue attente. Deux heures et demie plus tard, le verdict va être rendu. Bien, l'audience est reprise. Voici les réponses de la Cour et du jury aux questions posées. Question numéro 1. L'accusé est caractérisé coupable d'avoir en masse, le 6 septembre 2007, volontairement donné la mort à Freddy Dion. La réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. Question numéro 4. L'accusé Karim Belli est coupable d'avoir en masse, le 6 septembre 2007, par quelque moyen que ce soit, en espèce en le démembrant, porter atteinte à l'intégrité du cadavre de Freddy Dion. La réponse est oui, à la majorité de 8 voix au moins. En conséquence des déclarations qui précèdent, la Cour condamne l'accusé Karim Belli à la majorité qualifiée de 8 voix au moins, à la peine de 30 ans de réclusion criminelle. Et par délibération spéciale à la majorité absolue, la Cour et le jury ordonnent la privation des droits civils, civiques et de famille de Karim Belli pour une durée de 10 ans. Pour la famille de Freddy, c'est un énorme soulagement. Pendant 10 ans, il pourra plus décider de penser sur C'est très bien. Comment? Vous avez été compris. Oui. On a été compris, c'est surtout ça, oui. Oui, par le juré, pas mal de gens. Je pense que les gens, ils ont... Voilà, on a été compris. Ça ne nous ramènera pas, malheureusement. Voilà, ça nous redonnera pas notre fils. Hein. Bon, j'irai lui dire au cimetière. La semaine prochaine, j'irai lui dire on a gagné, mon cher. On s'est battu pendant 2 ans et demi, et puis... T'as gagné, mon chéri. Le frère de l'accusé est resté prostré dans la salle d'audience. L'accusé a décidé de faire appel de la décision de la justice. Il comparaîtra à nouveau devant une autre cour d'assises dans 1 an. C'est l'histoire d'un divorce qui se passe mal, d'un père qui se cache avec ses 2 fils pendant 11 ans et d'une mère qui n'a jamais arrêté de chercher ses enfants. Pour la première fois, Xavier et Catherine, les anciens époux, acceptent de témoigner dans un même reportage. Avec leur fils, ils nous livrent les secrets d'une incroyable affaire de famille. C'est ici, dans cette vallée de l'Ariège, que Xavier Fortin a vécu caché avec ses 2 fils, Chahiyena
et au Quarry. Une vie modeste et quasi sauvage. Le père et ses enfants se nourrissent des légumes du jardin et du fromage des chèvres. Là, on était un peu des hommes des bois parce qu'on vit dans les bois. Là, on est vraiment entouré de bois. Mais bon, non, enfin, le côté péjoratif, homme des bois, sauvage, bah non. Bon, c'est sûr qu'on a un rapport à la nature étroit, ça c'est évident. Mais bon, voilà, alors bon, homme des bois. Moi, je pensais que ça allait se résoudre en quelques mois. Ça a pris des proportions énormes parce qu'après j'ai été recherché, donc mise en examen. Alors, après mandat d'arrêt pour enlèvement d'enfant, alors que ça n'a jamais été, la qualification n'est pas du tout enlèvement d'enfant, c'est non-représentation d'enfant à l'issue d'un droit de vacances. Pour la mère des enfants qui vit à Saint-Raphaël, ces 11 ans de séparation forcée ont été 11 ans de souffrance. 11 années pendant lesquelles elle a remué ciel et terre pour retrouver ses fils. Je suis vraiment vécue comme quelqu'un de mutilé, c'est-à-dire la meilleure image que je trouvais pour expliquer aux autres ce que je vivais, quand j'ai commencé à arriver à en parler, c'était de vous dire, vous voyez, vous sentez dans votre corps, vous sentez vos membres, vos bras, vos jambes. Ben, imaginez dans la seconde qui vient, on vous coupe les 2 bras et les 2 jambes. Pourquoi ces 2 fils ont-ils disparu du jour au lendemain? Comment ont-ils réussi à vivre cachés aussi longtemps? Et comment ont-ils été retrouvés? Aujourd'hui, Xavier et Catherine ont décidé de faire éclater la vérité au grand jour en publiant chacun leur propre version des faits. Hors système, 11 ans sous l'étoile de la liberté pour Xavier et ses 2 fils, au nom de mes fils, pour Catherine. Tout ce que l'on dit repose sur des preuves, des faits réels qui sont authentifiés par des documents des tribunaux, par des témoignages qui sont extrêmement nombreux. C'est vraiment écrit avec mon sang, avec mes larmes, avec mes mots. Et c'est comme une nouvelle naissance pour moi. Entre Catherine et Xavier, tout commence par une histoire d'amour. Ils se rencontrent dans une communauté au milieu des années 80. Xavier est paysan bio. Catherine revient d'un voyage de 9 mois en Inde. Tout de suite, c'est le coup de foudre. Xavier et Catherine se marient au pied d'un arbre, selon les traditions indiennes, et donnent naissance à leurs 2 enfants en pleine nature. Ils leur donnent des prénoms indiens, Cheyena, qui signifie « celui qui suit la voie de l'homme de la nature », et Okwari, gardien de la tradition. Xavier et Catherine montent une ménagerie itinérante et voyagent entre la Normandie et les Cévennes, avec leurs enfants et leurs animaux. Les années passent, et Catherine se lasse de cette vie de bohème. Lorsque les enfants ont 6 et 7 ans, elle décide de quitter le foyer familial. C'était la misère, on était vraiment très très juste, quoi. Il fallait que je me bagarre pour acheter une tablette de chocolat ou un poulet, quoi. On était dans une caravane de 5 mètres de long. Le quotidien, quand on n'a pas d'eau, pas d'électricité et d'enfants, et beaucoup d'animaux à s'occuper, plus le lait, la vache, faire le fromage, faire le pain, etc. C'est quand même très très prenant. Et ça s'est grippé comme ça, notre relation elle a dégénéré très fortement et jusqu'au point où j'avais pas d'autre issue que celle de vraiment m'enfuir, quoi, pour essayer de me sauver, mais surtout de sauver l'avenir de mes enfants. Catherine s'enfuit en cachette dans le Var avec ses enfants. Quand il découvre la caravane vide, Xavier tombe des nues. Moi, je respecte complètement qu'elle ait voulu la séparation, même si c'était très douloureux pour moi. Bon, bah, ça, c'est quelque chose que j'accepte, quoi. La vie, moi, je sais pas, même en ayant eu du mal à comprendre. Mais par contre, l'imposer aux enfants, là, non. Là, non. Parce qu'ils en ont énormément souffert et ils ne se sont pas retrouvés du tout. Et ça a été jusqu'à des maladies psychosomatiques, quoi. Avec leur mère, les enfants changent de vie. Ils se retrouvent dans une maison traditionnelle. Elle les dépose à l'école le matin. Le soir, c'est la nounou qui les récupère et qui les garde. Car Catherine travaille comme éducatrice. Xavier entame une procédure devant le juge aux affaires familiales et obtient la garde des enfants. Mais Catherine ne respecte pas cette décision. Xavier ne peut plus voir ses fils. J'ai eu la garde des enfants qui n'a jamais pu être appliquée. J'ai été chercher les enfants je ne sais combien de fois là-bas sur la Côte d'Azur. J'ai jamais pu les récupérer. Des souvenirs du genre dans l'appartement où elle fermait les volets, où il y avait notre père avec ses cheveux longs et sa barbe qui était en face de la route depuis 3 jours, qui attendait, qui allait voir les gendarmes et que bon, bah, apparemment il se passait rien.
Et les gendarmes, bon, bah, on y a cru un petit peu. Les gendarmes, bon, bah, c'est super, ils vont nous ramener chez notre père, tac, tac, la justice, machin. Et ben non, c'est le regardez pas, c'est un manouche, il a des poux. Bon, bah, ça, à 5 et 6 ans, on a encaissé, évidemment, c'était pas facile à vivre. Après une nouvelle procédure, c'est la mère, cette fois, qui obtient la garde des enfants. Et Xavier a un droit de vacances partagées. En 1997, à la fin des vacances de Noël, Xavier pose une question cruciale à ses deux fils. Donc là, il y a un moment donné, ça a vraiment posé l'impact, le choix de se dire qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que je vous ramène ou pas? C'était aux vacances de Noël 97. Est-ce que je vous ramène ou pas? Je dois vous ramener dans 3 jours. Et là, ça a été crise de pleurs, ça a été une catastrophe, ça a été pas possible. C'est pas intégrable, qu'on ne nous ramène surtout pas, quoi. Et c'est ce qu'il a fait. Ils n'ont pas choisi entre le père et la mère, parce que c'est complètement... c'est complètement stupide, quoi. Un enfant, il a besoin de son père et de sa mère. C'était pas ça du tout, mais c'était en fait la façon de vivre, le mode de vie, quoi. C'était ça. Bien sûr, ça a été un choix d'un enfant de 6 ans, je le reconnais. Donc ça n'a pas été un choix en totale connaissance de cause et en pesant le pour du contre et en savant que les 18 ans à venir, j'allais devoir rester en clandestinité. Mais à 6 ans, j'ai fait ce choix, oui. Et si c'était à revivre, si j'avais ce choix à refaire aujourd'hui, je le referais, ouais. Face à la disparition de ses enfants, Catherine multiplie les démarches. La police lance un avis de recherche pour ses enfants et un mandat d'arrêt contre son ex-mari. Mais bon, là, au début, j'avais confiance dans la justice et la police, donc branle-bas de combat, de plaintes, de téléphones, de courriers, de tout ce qu'il faut faire. Puis ça dure, quoi. Après, ça dure et ça dure et ça dure et ça dure. Et on est accroché au téléphone et on harcèle qui on peut, juge d'instruction, policiers, etc. Elle voulait absolument mettre la main sur nous et par tous les moyens. Bon, elle a même utilisé des hommes de main. Je veux dire, dans les campements de roulotiers en Bretagne, il y a des enfants qui sont encore traumatisés à l'heure actuelle, qui ont leur âge, qui sont encore traumatisés quand elle a été fouillée là-bas avec des hommes de main dans tous les campements. Enfin, il y a eu beaucoup de violence. Les policiers, puis des hommes de main, fouillent les cirques et les campements nomades, mais sans succès. Xavier et ses garçons sont rentrés dans la clandestinité. Une clandestinité qui durera 11 ans et qui implique d'énormes sacrifices. Ils doivent changer régulièrement d'identité et n'ont aucune attache. Ils ne devaient pas ni révéler leur identité, ils devaient dire que j'étais morte, etc. Parce que sinon, papa allait en prison et eux seraient enfermés dans un foyer de la DAS, c'est-à-dire entre guillemets en prison aussi, quoi. La menace dans laquelle ils vivaient, c'était celle-là. En plus du fait que quand on décrète que l'autre est mort, eh bien ça tue dans l'imaginaire. Ça tue complètement parce que un mort, on ne reçoit pas de coup de téléphone d'un mort, ni de lettre d'un mort, d'accord? Et puis il n'y a plus aucun espoir de retour. Pourtant, les enfants ont écrit des lettres à leur mère pendant leur cavale. Des lettres postées par un comité de soutien qui s'est formé autour de Xavier et qui l'aide à brouiller les pistes. Je ne compte pas te retrouver comme tu le souhaites bientôt, ni te revoir, en tout cas pas tant que je ne suis pas sûre que tu ne puisses plus m'obliger à quoi que ce soit. Comme si, voilà, je veux dire déjà, je suis une menace, quoi. Ouais, enfin voilà. Et puis c'est moi qui ai fauté puisque Dieu a besoin de me pardonner dans cette lettre. Enfin, voilà, des accusations, quoi. Ils n'ont jamais écrit librement, hein, de toute façon. C'est du langage de leur père formaté. Moi, je connais par cœur le langage de leur père, donc c'est pas difficile à retrouver, hein. En fait, c'était la pauvre maman qui était complètement coupée de tout contact avec ses enfants, qui ne savait même pas ce qu'ils étaient devenus, même plus, qui ne pouvait plus les contacter, enfin voilà, complètement coupée d'eux, alors que c'est totalement faux. Le comité de soutien a fait le lien de bout en bout. Et elle pouvait tout à fait les joindre quand elle le voulait. Ils lui ont écrit, bon, elle n'a jamais répondu, ou alors elle a répondu une fois ou deux, je crois, en leur disant de l'appeler avec un numéro de téléphone portable, alors qu'elle avait un fixe. Bon, pour eux, c'était évidemment un piège pour essayer de les pister. Je n'ai pas arrêté de prendre des photos. De toute façon, toutes les photos qui vont paraître dans les médias et dans le livre, c'est des photos que j'ai prises. Et je les ai envoyées, beaucoup, je les ai envoyées aux tribunaux.
Et il y a eu un lien avec les tribunaux via le comité de soutien pendant des années, où il y avait absolument leurs résultats scolaires, entre guillemets, il y avait ce que l'on vivait, bon, sans se compromettre, alors on faisait attention à qu'il n'y ait pas trop d'indices, mais il y avait vraiment une information constante pour montrer aux tribunaux que tout allait bien. Mais les enfants grandissent et la clandestinité devient difficile. Xavier est fatigué. Dernière phase un peu de la clandestinité, ça a été ici. Et c'était un moment où, on commençait, enfin moi je commençais à m'épuiser, hein, de rechanger tout le temps d'endroit, de redémarrer toujours à zéro, de redéfricher. L'aîné vient d'avoir 18 ans, le cadet 17. D'un commun accord, les 3 hommes décident que cette vie de clandestin a assez duré. On s'est mis au point, qu'on en a parlé, c'était devenu évident pour nous. Et bon, de toute façon, on avait été quasiment jusqu'au bout. Bon, Chayena, il y a eu des problèmes familiaux entre nous, parce que lui, il en avait vraiment assez. Parce qu'il voyait tous ses copains et tout, il ne pouvait pas passer de permis de conduire, il ne pouvait pas avoir de pied d'identité, il ne pouvait pas aller à l'étranger. Enfin, il ne pouvait pas travailler non plus en étant déclaré. J'avais pas d'issue. J'étais bloqué, fermé, donc impossible de voyager à l'étranger, pas de permis de construire, pas pouvoir bosser déclaré, tout ça. Enchaîné, un espèce de truc où on se renfermait dans un espèce de cercle. Donc aujourd'hui, d'être libre, il était temps. Mais disons que si on avait pu être écouté plus tôt, on ne saurait pas durer 11 ans. Xavier convient donc avec ses enfants qu'ils ne chercheront plus à s'enfuir. Et que si l'un d'entre eux se fait interpeller, ils se rendront tous. Et c'est ce qui arrive le matin du 30 janvier 2009. Xavier avait pourtant été alerté par une voisine. Il y avait beaucoup de neige. J'ai reçu un coup de téléphone donc, de Suzanne qui est en haut. Et elle m'a dit, écoute, il y a des gendarmes. Elle était au courant de notre histoire. Elle m'a dit, écoute, là, il y a des gendarmes, ils sont en nombre et tout. Et voilà, donc, je te préviens parce que c'est sans doute pour toi. Il y avait des gendarmes d'Oust et il y avait donc des policiers donc de Foix. Et donc, j'aurais dit au bout d'un certain temps, oui, c'est moi. Xavier Fortin, c'est moi. Xavier est mis en examen, puis incarcéré à la prison de Draguignan. Il risque 2 ans de prison ferme pour soustraction d'enfants mineurs. Catherine demande 200 000 € de dédommagement. Mais les 2 garçons soutiennent leur père dans les médias et incitent leur mère à retirer sa plainte. Catherine retire sa plainte en espérant retisser les liens avec ses enfants. 2 mois après son interpellation, Xavier est jugé et condamné à 2 ans de prison, dont 22 mois avec sursis. Il ressort donc libre du tribunal. Je vous remercie beaucoup. Vous êtes heureux? Je suis soulagé. Soulagé. Vous nous avez eu toute la journée, s'il vous plaît. Allez. On a besoin de tranquillité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre mère ce soir? Ce soir, maman, on t'aime et voilà. T'as fait l'essentiel par rapport à ton avocat et c'est génial. Et à bientôt, on arrive ces jours-ci. Les paroles sont affectueuses, mais pour Catherine, le ton n'est pas convaincant. Ce cri-là, c'est pas que je l'ai pas reçu, bien sûr que si, je l'ai reçu, mais peut-être que il est un petit peu en décalage, quoi. Je leur en veux pas du tout, j'ai compris qu'ils avaient besoin d'abord de sauver leur père. Ils ont vécu ce procès comme si c'était le leur, déjà. Moi, j'ai essayé d'expliquer, ce n'est pas votre procès. Limite, c'est eux qui n'avaient pas leur place dans ce procès, du tout. Lors du procès, la psychiatre qui a examiné les enfants a souligné la fascination des garçons pour leur père. Évidemment que j'ai eu une influence, comme tous les parents en ont, comme toute la société en a, les gens que l'on côtoie en ont, on est tous sous influence quelque part. Mais bon, après, plus je pense on vit avec certaines libertés, et moi je rends grâce à mes parents justement de m'avoir élevé avec pas mal de liberté. Bon, je pense que avec ça, on a des atouts pour justement ne pas se faire manipuler si facilement que ça. Les rumeurs de manipulation, d'aliénation parentale ou de je sais pas quoi, ça faut arrêter de... Voilà, c'est complètement à côté. 1 an après le procès, Catherine et ses 2 fils ont toujours du mal à renouer les liens. En fait, le plus cruel pour moi, si vous voulez, après ces 11 ans de recherche où j'ai sacrifié toute ma vie, quoi, parce que de toute façon, quand on vous a enlevé la prunelle de vos yeux,
Donc c'était le seul but de ma vie pendant tout ce temps-là. Au bout de la course, quand je les retrouve physiquement, je me rends compte que je les ai perdus. Je me rends compte qu'ils ne savent plus m'aimer. Et je me rends compte que dans leur tête, je n'existe pas, j'étais morte. Aujourd'hui, les enfants veulent poursuivre leur route. Okwari envisage de travailler dans une ferme pédagogique. Chayena de se spécialiser dans la maçonnerie. Saint-Louis, une petite ville dans l'est de la France à proximité de la frontière suisse. C'est là que vit Mario. 2 fois par semaine, il se rend à Strasbourg, à plus de 100 km de là, pour aller voir sa femme Liliane. Depuis 5 ans, elle est en prison. C'est pas évident de dépasser ce que j'ai vécu. C'est pas évident. En fait, tout le monde dit ouais, je la plains, je te plains, mais personne n'est à notre place. Et une fois qu'elle sortira, je pourrais peut-être un peu souffler un petit peu. En attendant, c'est au parloir de la maison d'arrêt de Strasbourg que Mario retrouve sa femme. Elle a été condamnée à 20 ans de prison pour assassinat. Comment vous faites pour tenir le coup? Comment je fais? J'essaie de tenir le coup. Plus bien que mal, mais il faut tenir, c'est tout. C'est tout, il faut tenir, on n'a pas le choix. Mais pourquoi sa femme se retrouve-t-elle aujourd'hui derrière les barreaux? Le drame se passe le 12 mai 2005, dans un parking de Saint-Louis. C'est là que Liliane tue Christophe Millet, un homme de 34 ans, de 18 coups de couteau. Un homme dont Mario n'avait jamais entendu parler. Mais il apprend très vite que ce Christophe Millet était un client de sa femme. Car Liliane menait une double vie. Elle disait qu'elle faisait des ménages en Suisse. En fait, elle se prostituait dans des salons de massage. En fait, j'y croyais pas. En fait, j'y croyais pas. En la connaissant elle comme elle est, pour moi, c'était pas possible. C'est pas possible. Mario et Liliane s'étaient mariés 3 ans plus tôt. Malgré ce qu'il apprend, Mario continue d'aimer sa femme. Vous avez eu envie de la quitter à ce moment-là, quand vous avez appris ça? Ça m'a même pas effleuré la tête. Meurtri, Mario n'a jamais abandonné sa femme. Quand elle passe devant la cour d'assises, il y a 1 an, il est là. Après 5 jours d'audience, Liliane est condamnée à 20 ans de prison pour assassinat. Pour Mario, ce verdict est injuste. Ils n'écoutent plus. Même si elle dit la vérité, ils veulent même pas l'écouter. Liliane a fait appel du verdict. Son procès s'ouvre demain à Strasbourg. Mario est allé l'encourager au parloir. Elle est plutôt cassée un peu, je veux dire. Elle a pas de morale, elle est pas dedans, elle est dedans, donc elle pense toujours ouais, qu'est-ce qui se passe dehors, comment c'est dehors, donc c'est ça que j'appréhende un peu quand elle sortira. 5 ans après le drame, Mario reste persuadé que sa femme a été agressée par Christophe Millet et qu'elle ne voulait pas le tuer. Au jour d'aujourd'hui, elle m'a dit toute la vérité, je sais vraiment ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et tout. Ôter la vie à quelqu'un, c'est pas bien. Et puis avoir une double vie, c'est non plus pas bien. Mais je pense qu'elle était traquée comme un chasseur et puis sa proie. Donc elle s'est défendue.
Après 150 km de route, Mario arrive à Intigem, en Suisse. C'est là qu'il travaille, dans cette pizzeria. Mario a pu aménager ses horaires en fonction des parloirs. Pas le temps de souffler. Avant chaque service, Mario doit d'abord préparer le pain. Voilà, donc c'est tous les matins comme ça et tous les soirs. 10h du matin, 2h de l'après-midi, 17h le soir, 23h. Et entre les deux, vous faites quoi? Entre les deux, je rentre à la maison. Puis je cherche ma fille à 4h à l'école, je fais les devoirs avec elle. Et s'il nous reste un peu de temps, ben, on reste encore ensemble, on fait des jeux ou n'importe. Être père de famille quand maman est en prison est un travail à plein temps. Mario sait pourtant qu'il ne peut pas jouer tous les rôles. C'est dur. C'est très très dur. En sachant qu'un père, il peut donner l'amour d'un père, mais il ne peut pas donner l'amour d'une mère. C'est pas évident de donner les deux en même temps. Donc, et ça, elle le ressent, la petite, c'est normal. Il manque toujours le plus de la maman. Ça manquera jusqu'à quand elle rentrera à la maison, ça manquera toujours. Hein. On ne peut pas l'enlever. Hein. Quel âge elle a votre fille aujourd'hui? 7 ans. Elle a 7 ans avec un caractère bien trempé. Ouais. En plus de la vie quotidienne à organiser, de l'absence à gérer, Mario doit aussi raconter la vérité. Mais il a toujours préféré dire à sa fille que sa mère était à l'hôpital. J'ai peur que ça la perturbe un peu. Alors bon, on a basé ça sur l'hôpital et puis ça a resté l'hôpital jusqu'à mercredi dernier. Et avec l'aide des personnes qui sont à l'accueil à Strasbourg, avec deux petits bouquins qu'ils m'ont donnés, avec cette aide-là, ben, on a réussi à placer les mots pour lui dire, voilà, une maison d'arrêt qui s'appelle une prison. Et elle n'a pas mal pris du tout. Elle a été soulagée parce qu'à l'intérieur d'elle-même, elle le savait quand même. Mais face à la question « Pourquoi maman est-elle en prison ?», Mario a trouvé une explication. Alors nous, on a dit, voilà, maman s'est fait agresser et elle s'est défendue. Donc on n'est pas allé plus loin. Donc elle s'est défendue et voilà, maintenant les gens, ils décident, les personnes, la justice décide ce qui doit se passer par la suite. Donc elle a bien compris, elle a bien enregistré et que c'est pas nous qui décidons de la faire venir à la maison, que c'est quand même la justice qui décide de la faire revenir à la maison. Liliane est en prison depuis 5 ans, mais Mario est toujours amoureux, comme au premier jour. C'est une femme géniale. C'est une femme assez mature déjà. Elle est réfléchie, elle a un bon caractère. Voilà, là c'est ma petite femme, elle était enceinte de 4 mois. C'est une très très bonne maman, ça il faut lui laisser. Vous êtes toujours amoureux d'elle? C'est vrai qu'il y en aurait beaucoup qui auraient lâché l'affaire, mais enfin qui seraient déjà partis ou je sais pas moi. Mais voilà, j'ai fait la promesse de rester, je suis là. Hein. Entre deux services, Mario va faire les courses pour Liliane. Pour le procès en appel, elle lui a demandé une nouvelle tenue. Et vu qu'elle a perdu beaucoup de poids, donc c'est assez délicat de trouver les tailles aussi. En haut, ça va, mais en bas, c'est devenu taille enfant. Parce que de partir de 53 kilos à presque à 38, 39, bon là, elle est remontée un petit peu. Elle se met un peu de courage et puis voilà, j'espère qu'elle y arrive, quoi. La journée n'est pas encore terminée. Mario retrouve ses avocats à Mulhouse. Il vient préparer le procès de son épouse. Ça va bien? On y va. Nous, on espère raisonnablement une peine entre 15 et 18 ans. 20 ans, ça correspond à une peine d'assassinat, une peine de meurtre, c'est pas 20 ans. D'accord. Mario espère que la peine de sa femme sera réduite de 4 ans. 4 ans, ça serait le top du top, voilà. Puisque elle pourrait peut-être rentrer déjà fin d'année. Oui, ça réduirait avec les réductions de peine et avec les possibilités d'aménagement. Voilà. Peu de temps à faire, parce qu'elle a déjà fait 50 détentions, plus de 50 détentions provisoires. Provisoires, oui. D'accord. En espérant que ça marche comme ça a été dit. On va mettre, je vous revois. Bon courage et puis on se reverra à Strasbourg. D'accord, impeccable. Bonne journée. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Mario appréhende le procès en appel de sa femme. Comme Liliane, elles sont un peu plus de 2000 prisonnières dans les prisons françaises.